Chérie, Hmm. bah en fait la mutation elle est tombée, on part en outre-mer. Une vidéo depuis ma voiture. Bah je pense que c'est pas la dernière fois que je vous fais le coup. La maison est un peu bruyante, je vous avoue, c'est un jour férié ici. Le jardin, bah il y a plein de vent, donc finalement la voiture c'est pas mal. Alors c'est la période des cartons pour tous ceux qui déménagent cet été, comme nous. Ça sera le 10e en 10 ans de mariage en ce qui nous concerne. Et moi j'en suis plus du double. Nous sommes en Outre-mer depuis 10 mois et nous changeons de logement pour plus petit, voilà, dans 4 mois. Mais qui sont ces gens? Et pour seulement 1 an puisque nous revenons en métropole été 2023. Bref, on commence à être rodés, mais on va pas se mentir, même si on est d'un naturel détendu et organisé, ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde, déménager, c'est toujours une grande aventure. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous nous sommes organisés pour notre déménagement outre-mer avec 5 enfants entre 9 et 2 ans. 5 conseils pour rester zen. C'est parti! Bonjour, moi c'est Soraya. En chemin avec moi, ce sont toujours les aventures d'une famille nombreuse, vraiment, mais alors vraiment pas parfaite, vers plus de simplicité au quotidien. Ici, on va parler de tri, d'organisation, de minimalisme, mais aussi des difficultés de la vie. Bref, on va avancer ensemble un jour à la fois. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant. Alors, premièrement, faire le point sur l'état d'esprit de chacun. Il est évident qu'on n'envisage pas de la même façon nos différents déménagements. La première chambre d'étudiant, notre premier appart de couple, l'arrivée des enfants ou une mutation professionnelle. Le volume à déménager n'est pas le même. Parfois, c'est pris en charge par l'entreprise, parfois non. On peut en avoir envie ou pas du tout. On peut en avoir envie et avoir peur quand même. Bref, je pense que c'est important de commencer par faire un état des lieux là-dedans et puis là-dedans aussi. J'insiste sur la nécessité d'en parler en couple et en famille. Pourquoi pas organiser un conseil de famille pour que chacun, parents, mais enfants aussi, puisse dire ce qu'il a sur le cœur. C'est une habitude que nous avons prise une fois par mois de nous poser de manière formalisée, mais sans se prendre la tête. Des coussins, des biscuits, des sodas, des bonbons, un cahier et un crayon. Peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo. On est prêt pour le rétro-planning. Alors, faire un rétro-planning. Personnellement, j'adore les listes, les calendriers, les plannings, les emplois du temps, les petits carnets, etc. Mais c'est pour mieux m'en balancer après. N'empêche que dans le cadre d'un déménagement, ça aide à ne rien oublier. L'idéal, c'est un document partagé entre conjoints, un Google Doc par exemple, avec répartition des tâches et rappel le cas échéant. Forcément, plus on se rapproche de la date fatidique, plus le document va se remplir. Mais quand même, l'objectif, c'est de ne pas se retrouver à 4h du mat le jour J à vider sa cuisine. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez lors de vos déménagements. Et si cette vidéo ne répond pas à vos questions, on tâchera de vous répondre d'après nos expériences. Rappelez-vous, une communauté de mamans bienveillantes qui s'épaulent au quotidien. Voilà, alors généralement, on sait 6 à 8 mois en avance qu'on va déménager. Et si c'est trop tôt pour faire les cartons, c'est le timing parfait pour commencer son tri. Je ne vais pas aborder le sujet de façon trop détaillée dans cette vidéo parce que, le tri, c'est un peu le sujet de ma chaîne. Par exemple, en ce qui nous concerne, nous savions que nous déménagions pour 2 ans seulement en Outre-mer. Notre caisse maritime partirait en avance de phase avec 14 mètres cubes d'affaires seulement. C'est le cubage alloué par l'entreprise de mon mari pour une famille de 7. Et notre voiture aussi. Notre voiture partait fin mai. Nous avons quitté notre maison début juillet et notre repli, c'est-à-dire les affaires que nous laissions au garde-meubles, ça partait un peu plus tard. Pour éviter ça, pensez à bien contacter les déménageurs suffisamment tôt parce que la pause estivale, c'est très chargé forcément pour tout le monde. Alors nous, il y a eu un petit couac, mais finalement, ça se goupille bien quand même. Donc premièrement, on marque quand on doit libérer la maison. Deuxièmement, quand on doit arriver dans la nouvelle maison. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a un intervalle? Troisièmement, départ de la caisse maritime approximativement. Quatrièmement, départ du garde-meuble. On prévient son employeur, on prévient son propriétaire en respectant les délais légaux, mais quand même le plus tôt possible de préférence pour qu'ils puissent s'organiser. Si comme nous vous êtes propriétaire, on trouve des locataires ou on met en vente, mais alors là c'est un autre délire. On prévient aussi l'école des enfants, on renvoie un mail dans la dernière période pour être sûr d'avoir le certificat de radiation à temps. Sinon, ça peut se faire par mail, mais n'oubliez pas, donc notez-le. On fait la liste de tous les organismes à notifier dans le dernier mois et on prépare les courriers en avance, ainsi que les numéros de téléphone avec les identifiants. Pour l'eau, l'électricité, le gaz, Internet, la mairie, les impôts, la CAF, la sécurité sociale, la mutuelle, les assurances, la banque,
Voilà, vous me direz si j'ai oublié des trucs. On vérifie aussi la validité de ses cartes d'identité et ses passeports si on part à l'étranger. Et on prend rendez-vous suffisamment en avance en mairie si besoin. Voilà, j'ai bien fait d'anticiper ça parce que renouveler 7 passeports biométriques, dont 6 avec visa permanent pour un autre pays, ce qui impliquait de garder les anciennes versions, etc., c'était pas de la tarte. D'ailleurs, tant qu'on est dans l'administratif, nous avons fait le choix de laisser notre caisse de papier à mes beaux-parents. Comme ça, c'était en sécurité chez eux. Et si jamais on a besoin de quelque chose, ce qui est quand même très rare, ils nous le scannent. Ce dont on a besoin ici, c'est soit sur notre drive directement scanné, soit dans une pochette qu'on a toujours sur nous. Là encore, du tri, du tri, du tri. 6 mois avant le déménagement, on contacte plusieurs entreprises de déménageurs pour faire des devis comparatifs. Et si on se débrouille tout seul, on se renseigne sur les locations de véhicules. D'ailleurs, pensez au Rent and Drop qui permet de louer un utilitaire dans une ville et de le rendre dans une autre. Et on prévient les potes et les voisins. Généralement, on en trouve toujours qui ne sauront pas résister à un combo Binous Pizza. Ne commencez pas les cartons trop tôt, parce que c'est un peu triste de vivre dans une maison en chantier, mais n'attendez pas non plus la dernière minute. Je dirais 1 mois et demi, c'est pas mal. Numérotez vos cartons au fur et à mesure. Nous, on avait utilisé 2 couleurs différentes, une pour la caisse maritime et une pour le garde-meubles. Notez la pièce de destination des 2 côtés des cartons pour faciliter le travail des déménageurs et reportez dans un carnet ou votre téléphone le contenu approximatif des cartons. Si ce sont des caisses plastiques ou des paquets hors gabarit comme des vélos ou une tondeuse ou je sais pas quoi, mettez du scotch de peinture là et écrivez au marqueur dessus. Le jour J, vous vous mettez à l'entrée du logement et vous pointez au fur et à mesure pour être sûr qu'il n'y a rien qui manque. Pensez également à votre changement d'adresse avec la poste. Nous, on opte toujours pour le pack de réexpédition de 6 mois et au fur et à mesure de l'arrivée des courriers dans le nouveau domicile, on notifie les différents organismes si ce n'est pas déjà fait. Pour ce qui est de l'organisation, sans nos affaires déjà parties, on avait gardé tous nos vêtements parce qu'on n'en a pas beaucoup, un jeu de draps et de serviettes par personne, demandé à des potes de nous prêter du matos de cuisine rudimentaire, quelques bacs de jeux et des livres. Pensez également aux bibliothèques et aux ludothèques. Troisièmement, on anticipe le tri. Avant d'évaluer le cubage de vos affaires, il faut impérativement faire le tri parce que la différence peut être significative. Je vous conseille de procéder par catégorie et après de fignoler par pièce. J'ai commencé par les vêtements, les affaires de sport, les affaires de ski, puis les livres, la papeterie, les CD, les DVD, les jouets, mon atelier de couture, puis le linge de maison, les salles de bain et la cuisine. J'ai gardé vraiment pour la fin le garage parce que je savais que ça serait plus compliqué et que je serais plus apte à faire des choix après m'être occupée de tout le reste. Et j'ai bien fait parce qu'en quelques jours, j'ai réussi à trier des affaires que je déménageais sans y toucher depuis 15 ans. Généralement, le constat est assez cinglant. Si je n'ai pas eu besoin d'ouvrir ces cartons jusqu'à présent, je m'en débarrasse. Vendez ce qui peut l'être. Donnez ou jetez le reste. Dites-vous bien que vous serez plus libre d'apprécier votre nouveau logement s'il n'est pas encombré par tous ces boulets que l'on traîne inlassablement, parfois depuis l'enfance. Le fait d'être limité en cubage pour notre caisse maritime, ça aidait bien à faire des coupes drastiques et à réaffirmer nos priorités. Pour nous, c'est les livres, voilà. Quand tout le monde me disait de les laisser en métropole parce que ça prendrait l'eau, etc., pour nous c'était non négociable. On adore lire, on y passe du temps et on sert volontiers de bibliothèque tournante à nos amis. J'ai quand même fait du tri, entre ce que je donnais, ce que je vendais, ce que je ne voulais pas emporter pour ces 2 ans. Même si je suis assez convaincue qu'en rentrant, je me rendrai compte que finalement, je m'en suis passée pendant 2 ans, ce qui veut dire que c'était pas si important que ça. Mais bon, si on a l'espace de stockage, c'est pas mal, parce que ça permet une prise de conscience sans trop brusquer nos sentiments. Voilà, on a 2 ans pour s'en rendre compte. J'ai donné à mes belles-sœurs tout notre matériel de périculture parce que je ne compte pas retomber enceinte pendant notre séjour, même si on ne sait jamais. Mais elles, ça les a arrangées de ne pas investir et on sait que si jamais on en a besoin en retour, on n'aura pas à tout racheter. On a pris les vélos, le trampoline, transféré tous les puzzles et les jeux de société dans des pochettes de ce type que j'ai trouvé en lot sur Amazon. Les boîtes, c'est très encombrant, donc elles nous attendent en garde-meuble. Et j'ai même jeté les trop abîmés. L'avantage de l'outre-mer, c'est qu'on peut partir assez léger en ce qui concerne les penderies. Exit les affaires de ski. Ici, aux Antilles, les enfants sont en uniforme à l'école, donc pas besoin de 10 000 changes. Et évidemment, pas besoin de manteau, pas besoin de gros pulls. Aux pieds, des baskets, des tongs, éventuellement une paire de chaussures du dimanche, des chaussures de rando si vous aimez ça, et des chaussures d'eau pour les cascades, la plongée, etc. Alors, pour ou contre faire du stock. À l'inverse, quand on part à l'étranger, ça peut être pas mal de faire des stocks si on n'est pas sûr de trouver sur place ce dont on a besoin ou en tout cas à un prix correct. On est donc parti avec 1 an d'avance en couches, des produits ménagers, des fournitures scolaires, mais aussi une malle complète de livres d'avance.
et surtout tous les cadeaux pour tous les enfants pour 2 ans. Voilà, la grosse tarée. Tant qu'à faire, je les ai emballés en marquant dessus évidemment le destinataire et l'occasion. Et perso, je regrette pas du tout. Ici, les difficultés d'approvisionnement sont vraiment importantes et parfois les frais de douane peuvent être exorbitants si on veut se faire envoyer un colis. J'ai remarqué que non seulement ça me tranquillise, mais qu'en plus ça nous fait faire des économies parce que je sais que tout est choisi et j'achète rien d'autre. Je me contente de sortir le paquet au moment voulu. La famille, les parrains, les marraines ont reçu la liste de tout ce qu'on avait acheté en livre et en jeu et ils choisissent ce qui leur convient. Comme ça, on est sûr qu'on ne dépassera pas le cubage en rentrant. On avait également fait de nombreuses commandes Vinted pour acheter les vêtements et les chaussures des enfants pour 2 ans à moindre coût. Et enfin, une énorme commande Decathlon entre le matériel de snorkeling, les cadeaux sportifs, etc. Alors c'est sûr, tout ça, ça pèse très lourd sur le budget. Donc on a tout étalé sur 6 mois, mais aujourd'hui, on vit sur ses acquis et c'est très appréciable. Bon, quand quelqu'un vient nous voir, on blinde quand même sa valise avec ce qui nous manque, typiquement les derniers tomes des séries de livres appréciés par les enfants, parce que ici tout est taxé et les commandes, ça peut prendre des mois. S'organiser en amont pour les derniers jours, les valises, le trajet, etc. On avait droit à 13 valises de 23 kg chacune pour l'avion et on les a toutes utilisées, parce qu'il fallait continuer à vivre après le départ de notre caisse maritime entre fin mai et mi-juillet. Certains choisissent de voyager léger, ça se comprend. Nous, on avait la possibilité de prendre toutes les valises, c'était pratique, on s'en est pas privé. Alors, première valise, tous les vêtements des parents pour 2 ans. Merci Marie Kondo. Deuxième valise, les vêtements des enfants du 2 au 10 ans, sachant que les tailles intermédiaires qui n'étaient pas mises par un enfant actuellement, c'était dans les cartons. Valise numéro 3, les chaussures de toute la famille, du 20 au 41, c'était assez comique, voilà. Valise numéro 4, un jeu de drap par personne. Numéro 5, des serviettes, des trousses de toilette, des couches et des lingettes pour Alban, notre dernier. Valise 6 et 7, les fournitures scolaires. Alors ça, c'était la poisse, mais on a eu les listes que après le départ de notre caisse. Et les prix étant très élevés ici aux Antilles, j'ai préféré tout acheter en métropole, au moins pour la première année. Valise 8, des livres pour toute la famille pour tenir 2 mois. Valise 9, des occupations pour les enfants, des jeux, des coloriages, des petites voitures, etc. Valise 10, la honte, des déguisements, parce que ça peut paraître ridicule, mais nos enfants ils vivent déguisés, donc voilà, des déguisements. Valise 11, le coin prière, voilà, on l'a toujours avec nous. De la vaisselle en mélaminé pour les enfants, des assiettes et des verres en plastique hyper pratiques. Et le kit de démarrage pour l'arrivée, genre torchon, savon, lessive, liquide vaisselle, éponge, sac poubelle, papier toilette. On était hyper contents d'avoir tout sous la main quand on est arrivé, genre à minuit. Où est le papier toilette, au secours? Non, on savait exactement où c'était. Alors j'avoue, je me souviens plus du reste, mais les 3 valises étaient blindées et en fait, j'ai jamais regretté. Le jour J, on a pris un taxi type van de chez G7 pour aller jusqu'à l'aéroport depuis chez mes beaux-parents. C'était un peu cher, mais là encore, quel confort quoi. Pas besoin de trimballer tout le monde dans les transports en commun. Et puisque notre valise était partie en bateau, des amis nous avaient prêté leur 2e voiture dont ils ne se servaient pas. Pensez aux militaires qui sont en OPEX et qui du coup n'utilisent pas leur voiture. Ça peut éviter une location. Et une voiture de 7 places, c'est hyper cher. Je suis partie de notre maison en Bretagne avec les enfants un peu avant mon mari. On a pris le train à Rennes jusqu'à Paris et on a logé chez mes beaux-parents. Mon mari, lui, est resté pour finir de boucler toute la maison. D'ailleurs, pensez à contacter votre assurance habitation ou même votre mutuelle parce que parfois on peut vous allouer une enveloppe ménage pour le déménagement. C'est bien pratique. Pensez bien à vider vos frigos, vos congélateurs plusieurs jours à l'avance et à les nettoyer à fond et à les laisser sécher porte ouverte pour que le stockage se passe au mieux. Idem pour les machines à laver, la vaisselle et le linge. Voilà, mon mari nous a ensuite rejoints avec sa voiture et toutes les valises blindées quoi. Quand on est une famille nombreuse, les déplacements c'est tout de suite assez folklorique mais finalement on s'en est bien sorti. Chaque enfant avait toujours sur lui un sac à dos de couleurs différentes avec son prénom brodé dessus. J'ai fait faire les nôtres par une créatrice, Mon Petit Quotidien, dont je mettrai le lien en barre d'infos. Et ils s'en servent pour l'école, en maternelle et en primaire, et pour tous les trajets. Dans leur sac, ils avaient leur doudou, un paquet de mouchoirs, une gourde, une casquette, leur brosse à dents, des sous-vêtements de rechange, un pyjama, genre un livre, un cahier d'activité, une trousse et leur boîte à goûter. Idem, faite par une chouette créatrice Claire Lino de l'atelier de la Blanche Hermine. Je peux vous dire qu'on faisait sensation dans le train, puis plus tard dans l'avion. Notre fils aîné de 9 ans, en plus, il avait, je crois, sa liseuse et un lecteur MP3. D'ailleurs, petit point, quand on sort de chez nous, j'habite toujours les enfants pareils, parce que ça augmente le capital sympathie des gens autour, sérieux, et ça permet de nous retrouver facilement si on perd quelque chose. Ou quelqu'un. À l'occasion de notre retour en métropole cet été pour les vacances, on vous fera un petit vlog voyage en avion avec les 7. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, à appeler les gens sur place, on est toujours content d'aider. Et nota bene, il n'y a pas de questions bêtes.
Si cette vidéo vous a plu, embarquez avec nous, abonnez-vous, likez, voire même partagez autour de vous si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, éventuellement qui déménagent cet été. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, si la vie le permet.